C'est tout bon? Eh ben allez, bon, je m'en veux de vous sortir un peu de la torpeur après ce bon petit repas et c'est, je pense de vous embêter au moment de la sieste, mais bon, c'est un petit peu le jeu. Alors déjà, bon, je ne déroge pas, un très grand merci aux organisateurs, notamment à Florence, que je connais très bien. Et voilà, c'est un immense plaisir de me retrouver ici à Winnipeg, de revoir les collègues français à l'occasion et de faire des rencontres absolument charmantes avec les collègues étrangers. Alors, un mot tout d'abord pour vous parler un petit peu de ce que je vais vous dire et vous définir le contexte social de mon exposé, en l'occurrence le monde romain antique. Alors, pour faire court, la société romaine est une société traditionnaliste de pères de famille, composée au départ de paysans qui vont se révéler être de puissants guerriers et de grands conquérants. À Rome, on est habitué par la force des choses, je dirais, à la violence, à la vue du sang, aux mutilations et aux combats. Alors je renvoie ici à l'image d'Épinal sur les combats de gladiateurs. Alors tous ne mourraient pas à l'issue d'un combat, mais quand même, on est sur une société qui est quand même, je dirais, assez rugueuse. L'espérance de vie est environ de 30 ans, dopée par une forte mortalité infantile et variable selon les classes sociales. Alors à ce stade, je dirais qu'on voit assez bien que c'est une société qui n'est pas foncièrement favorable par essence aux déficients en raison de la rudesse des conditions de vie. Autre caractéristique fondamentale qui aura un intérêt tout particulier pour mon propos, la société romaine est également très pieuse. C'est une théocratie civique où l'exercice de la citoyenneté va de pair avec l'acte religieux. Dans le cadre d'une religion qui est une religion sans foi, au sens moderne, à Rome, on en aurait des milliers de divinités, et l'acte rituel typique, c'était le sacrifice, sacra facere, donc on était vraiment du côté du fer. Et dans l'esprit romain, la cité devait sa grandeur et son hégémonie à la propension des Romains à honorer leur Dieu. J'insiste également sur le fait que le monde romain est très axé sur la sémioception et les symboles qui émanent du corps, mais aussi des attitudes adjacentes. Je pense au comportement et à l'habillement. Par exemple, en ce qui concerne le vêtement, un prêteur qui administrerait la justice vêtu comme un esclave ou comme une femme commettrait ce qu'on appelle un crime de majesté, c'est-à-dire qu'il porterait atteinte, je dirais comme ça, à la dignité du peuple romain. Les corps étaient scrutés et les Romains eux-mêmes étaient nommés d'après les particularités physiques. Il y avait une vingtaine de noms et de prénoms à Rome, et le surnom par lequel on identifiait l'individu, eh bien, c'était très souvent une particularité physique. Je vous prends l'exemple du premier écrivain latin connu, Appius Claudius Caecus, Caecus signifiant précisément aveugle. D'un point de vue général, les imperfections physiques font l'objet de mots d'esprit et de moqueries. Je prendrai l'exemple de la calvitie, pas par hasard, parce que la tête, c'est un symbole de pouvoir à Rome et de beauté. Et Apulée nous dit à ce sujet que la tête est un organe royal et que la calvitie implique qu'une partie de celui-ci est déjà mort. Donc on a un rapport particulier à la mort par le biais de la chevelure. En tout cas, plutôt de l'absence de chevelure. Alors, pour aborder la notion de déficience à Rome, mon angle d'approche, ça va être l'idée de prodige. On va voir ce dont il s'agit, qui va me permettre de graduer finalement les différentes manières d'appréhender la différence physique. Sur la masse documentaire dont on dispose pour l'époque républicaine, l'anormalité physiologique est décrite d'après une particularité que l'on va constater chez l'individu à la naissance. Alors ça pourrait être très divers, on aura par exemple l'androgynie, l'absence de nez ou de yeux chez l'individu, un individu qui pourrait être bicéphale, affublé de membres surnuméraires, qui aurait une physionomie inclassable, mi-homme, mi-bête, etc. Du point de vue du vocabulaire, l'anormalité, elle est directement interprétée, après ce champ descriptif, par différents termes qui vont se recouper. On a un quadriptyque assez caractéristique, prodigium, miraculum, portentum, ostentum. Le terme prodigium, qui signifie prodige, est peut-être le plus fort et synthétise une idée maîtresse. Il est question ici de vocabulaire religieux, et ça, ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Nous nous situons ici à un moment où la différence n'est pas gérée du point de vue interne à la société, parce qu'elle relève précisément d'un enjeu supérieur, à savoir les relations avec les dieux. Le prodige, c'est un avertissement divin puissant qui marque potentiellement une rupture de la Pax Deorum. Et souvenez-vous, notre Pax Deorum, c'est justement ce qui fait que la société, elle tient et qu'elle va continuer à prospérer. Du coup, notre anormal, il était traité de cette manière, c'est-à-dire comme un signe envoyé par les dieux aux hommes qu'il fallait interpréter et
devaient en découler des attitudes humaines pour gérer la situation. Pour vous illustrer ce processus, je prendrai le cas de l'androgynie, dont on a beaucoup de témoignages à Rome, pour expliquer comment les choses se dénouaient. Alors l'androgyne, il avait un très gros problème, c'est qu'il provoquait un effroi par sa conformation génitale hors du commun. Un individu qui a les deux sexes, ça pose un problème fondamental parce qu'avoir deux sexes, c'est finalement en avoir aucun. Donc on est complètement perdu dans une société où les schémas s'articulent autour de l'homme et de la femme, du mâle et de la femelle. Ici, on a beaucoup de témoignages à l'époque républicaine et le traitement le plus communément infligé à l'hermaphrodite, après expertise par le personnel religieux, les devins, les aruspices, c'est l'expulsion vers le milieu aquatique. On expulse ce prodige et on dissout, je dirais, la souillure dans l'eau. L'eau a une fonction religieuse purificatrice, qu'il s'agisse de la rivière, du fleuve ou de la mer. Alors, je précise bien ici qu'au plan technique, on a affaire à une expulsion, à une élimination non sanglante de l'anormal. L'homme ne va pas porter directement la main sur lui. Ça se comprend parce qu'en fait, on va renvoyer finalement aux dieux leur message. L'individu anormal, notre déficient, va être renvoyé techniquement aux dieux, car ce sont, comme je vous l'ai expliqué, les relations entre les hommes et les dieux qui sont remises en cause par la présence de cet anormal. Il n'est pas du tout question ici, il ne faut pas confondre cela avec une élimination physique politisée qui va se dénouer de bout en bout dans un cadre institutionnel, à l'image par exemple de la peine de mort, qui va dans ce cadre-là, dans ce périmètre délimité, restaurer un équilibre entre les hommes dans une société donnée. Alors, à côté de cela, on avait bien évidemment des déficiences physiologiques moins perceptibles, moins visibles au premier abord et qui n'impliquaient pas, parce qu'elle n'avait pas une forte visibilité, ce problème du point de vue de la subsistance sociale. Je pense par exemple à la surdité, au mutisme, à la cécité, qui ne rentraient pas dans le champ du prodigieux. Ces déficiences étaient décrites de manière médicale, également par les juristes, qui les rangeaient dans d'autres catégories que le prodige, par exemple la catégorie de morbus, signifiant maladie ou infirmité, c'est-à-dire un affre qui pourrait affecter momentanément le corps, ou encore dans celle de vicium, vice, défaut, défectuosité, un terme qui renvoie pour le coup à une imperfection irréversible. Ces déficiences, elles sont traitées de manière très pragmatique par les juristes. Exemple, le juriste Paul indique que la natura, la nature, empêche les sourds ou les muets d'être juges. Et il faut entendre par là qu'il est naturellement impossible pour cela de pouvoir être juge concrètement, parce qu'il fallait pouvoir entendre et pouvoir s'exprimer. Il faut différer ici la natura, je dirais, d'une pure institution, parce que dans le même texte, Paul nous explique que l'usage, mos, fait que les femmes et les esclaves, en raison de leur qualité, reconnue par la loi, eh bien, ne pouvaient pas être admis à exercer des fonctions civiques. Le même Paul nous explique qu'un aveugle peut tout à fait tester à l'aide de témoins. Il en est de même de celui qui ne pourrait pas se servir de ses mains, parce qu'il peut parfaitement exprimer sa volonté. Donc on n'a pas, et ça c'est intéressant du point de vue de la graduation des anormalités et de l'approche juridique, on n'a pas par principe l'idée que l'anormalité physique est un motif d'exclusion de l'univers juridique, en particulier lorsque c'est une particularité physique qui n'est pas trop visible. Avec l'avènement du Haut Empire, lors des premiers siècles de notre ère, l'appréhension vis-à-vis des anormaux, donc le côté prodige, si je puis dire, va céder la place à une forme de fascination et de curiosité qui va préparer une forme de tolérance envers la difformité. Dans une belle enquête sur la psychologie collective dans le monde romain, Caroline Barton a mis en évidence que les Romains de la République tardive et du début de l'Empire sont partagés entre ce rejet du miraculus et une grande fascination, voire une admiration pour l'étrange. Il se produit un passage un peu curieux entre du prodige finalement à ce que lui appelle l'animal de compagnie. Alors certes, à côté de tout ça, les difformités sévères, je pense à des descriptions qu'on trouve chez d'autres auteurs latins, d'enfants à 3 ou 4 têtes, ou qui auraient 8 bras et jambes, restent du côté des prodiges et annoncent des bouleversements sociaux considérables et toujours la fin de la société et de l'espèce humaine. Alors, une fois notre brèche ouverte pour l'acceptation au moins partielle de l'anormalité physique au sein de la société romaine, dans les premiers siècles de l'Empire, va se poser la question de l'insertion de ces anormaux au sein de l'univers juridique. Et je dirais que c'est une question qui va être un peu le fil rouge dans la littérature juridique au cours de l'histoire.
arriver à déclarer l'humanité de celui qui représente une humanité imparfaite et finalement la condition d'entrée dans l'univers du droit et des institutions pour construire la notion de personne juridique très chère à notre système occidental du droit. Déjà à Rome, cette question-là a fait l'objet de débats. Des juristes classiques comme Labeo, Ulpien ou Paul reprennent nos termes originels, ostentum, monstrum, pour caractériser les malformations originelles qui pourraient toucher un individu. Il s'agit de classer l'individu toujours par rapport à ce que la nature peut engendrer, avec l'idée que la nature présente un étalon de normalité. Labeo suit une définition assez classique d'un phénomène et s'interroge sur la nature possiblement animale ou humaine de l'ostentum. Ulpien, un jurisconsulte considéré comme très progressiste, ramène lui directement les choses à une problématique humaine. Tous les exemples qu'il prend du corps d'un sujet qui aurait 3 pieds ou 3 mains pour évaluer leur capacité juridique, eh bien, ouvre d'entrée l'idée d'une possible humanité de la normale. Tout simplement parce que le terme pes, qui signifie pied, s'applique aux animaux, mais dans la littérature latine, le mot manus fait exclusivement référence aux membres corporels de l'homme. Donc, Ulpien, par définition, intégrerait très facilement notre définition physique à la catégorie juridique de personne, et il n'y a pas de rupture entre l'idée d'ostentum et l'humanité du sujet. Une fois cet effort fait, se pose la question de l'existence juridique du déficient, c'est-à-dire du fait qu'il puisse se mouvoir en tant que personne juridique et qu'il puisse être qualifié dans différentes catégories pour décliner son action dans l'univers du droit. Il y a ici quelques textes importants. D'abord, un texte de Paul. Merci beaucoup. Je pense que ça devrait, avec un peu de chance, tenir le timing. Un texte de Paul qui nous explique que ne sont pas enfants libéri ceux qui sont engendrés contre la forme usuelle du genre humain, par exemple si une femme a accouché de quelque chose de monstrueux ou de prodigieux. Donc là, on retrouve la notion évoquée par Labeo d'un phénomène difficilement classable, soit du côté de l'humain, soit du côté de l'animal. Mais Paul va poursuivre. Tout résultat d'un accouchement qui a plus d'un nombre naturel de membres humains, et ceci dans certaines limites, sera réputé achevé et ainsi compté parmi la descendance. Ce qui veut dire ici que le nouveau-né sera donc sujet de droit. Un individu affublé de membres surnuméraires serait directement intégré comme un sujet juridique sans que son anormalité pose problème. Un autre extrait du digeste, le grand monument de la jurisprudence romaine, fait état d'une grande tolérance concernant les malformations physiologiques. Et ce n'est pas un hasard, il est encore question de notre auteur très progressiste, le dénommé Ulpien. Un texte qui peut presque laisser perplexe le lecteur. Ulpien attribue le ius liberorum, c'est-à-dire le fait que le nouveau-né compte parmi les enfants de la mère, même dans les cas où la progéniture va être frappée d'une très lourde malformation, parce que son énumération va de l'être des bilis, qu'on peut considérer comme une allusion à l'enfant prématuré, au monstre entendu au sens large d'une créature qui ferait davantage penser à un animal qu'à un humain en raison de son aspect extérieur ou de sa manière de s'exprimer. Donc on est là bien au-delà de la simple duplication de membres qu'on pourrait constater chez un sujet, chez le juriste Paul. Donc vous voyez qu'on peut arriver à une définition très extensible pour intégrer le déficient au droit. Malgré tout, le système lui-même, le système juridique entendu de manière pure, si je puis dire, peut recéler certains problèmes pour intégrer les déficients. Et le classement de l'anormal peut poser problème. Notamment, et là je reviens à mon anormal sexuel, à mon hermaphrodite. Le même Ulpien se pose la question suivante. À qui doit être assimilé l'hermaphrodite ? Et il répond, j'incline à croire qu'il doit faire partie du sexe qui prévaut en lui. Donc, à qui ? C'est déjà une très bonne chose. On ne se dit pas à quoi, donc il est forcément question d'un être humain. Et l'idée ici est de prendre toujours implicitement appui sur des schémas biologiques existants, à savoir le mâle et la femelle, hommes et femmes, qui s'érigent en catégorie juridique. Le droit a horreur du vide, et sur des problèmes de tension que constitue à Rome la question des déficiences physiques, il est extrêmement délicat pour un juriste de tordre le système et de créer des catégories juridiques. Il travaille avec ce qu'il a, il fait de son mieux pour faire progresser la société et la compréhension d'un phénomène avec ce qu'il a, mais il fonctionne, il ne peut que travailler avec son système. Alors, je conclus très vite, même si je sabre quelques petites choses. J'ai voulu croiser ici les conceptions sociales et le droit
pour une raison simple, c'est que le droit est considéré comme bon nombre d'anthropologues, et je pense que c'est très juste, je pense notamment à Clifford Geertz, comme un genre authentique de l'expression culturelle. Et ça, c'est intéressant de voir comment les juristes vont s'emparer d'une problématique sociale, retranscrire les tensions sociales dans leur discours, tout en étant aussi, d'une certaine manière, beaucoup bloqués par les taxinomies du droit et par la configuration de leur système juridique. Et je dirais que, du point de vue idéologique, les choses seront très longues à se dénouer en ce qui concerne l'insertion du déficient dans le droit. En témoignent les grands procès juridiques au XVIIe siècle, en France. Je pense notamment au cas d'un posthume qu'on trouve dans les mémoires de Pierre Bardet, où il est encore question de se demander si notre anormal est un animal ou véritablement un homme. Donc, on a beaucoup de difficultés et on mesure toute la distance qu'il a fallu parcourir jusqu'aux lois de 2005 en France qui ont été évoquées ce matin, moment où on intègre une nouvelle notion, inventée bien plus tard, la notion de handicap, pour prévoir un principe de compensation et arriver à intégrer au mieux les déficients à la société en leur permettant une participation à la citoyenneté et, je dirais, une participation la plus active qui soit à la société. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Merci beaucoup Arnaud. Alors, je vous demande de garder vos questions pour la fin de la session de communication. On va maintenant passer à Marion Chotin, qui est chargée de recherche en philosophie au CNRS, dans le laboratoire Institut d'Histoire des représentations et des idées dans les modernités, à l'ENS de Lyon. Et sa communication s'intitule « Les articles aveugles, aveuglément et cécité dans les dictionnaires français du XVIIIe siècle ». Juste avant, Lola Vives est-elle dans la salle? Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Ça va si je reste ici? Oui. Je remercie moi aussi très chaleureusement les organisateurs de ce colloque et je suis très honorée. C'est pas assez fort comme ça? Non. Ah oui, d'accord. Oui, je disais que j'étais très honorée d'être parmi vous à Winnipeg, là même où a eu lieu, donc, il y a près de 40 ans, le fameux putsch dont il a été question ce matin. Donc, une dimension essentielle du handicap dans la francophonie est le handicap tel qu'il se dit dans les dictionnaires de langue française. C'est ce à quoi je me suis intéressée en choisissant le handicap sur lequel je travaille particulièrement, la cécité. Le point de départ de mon travail a été un constat, le constat suivant. L'édition la plus récente du dictionnaire de l'Académie française définit le mot aveuglement de la façon suivante, privation du sens de la vue, et ajoute « Aujourd'hui, on dit plutôt cécité ». A l'inverse, le dictionnaire de Trévoux indiquait en 1743 à l'article cécité que l'usage n'a point établi ce mot et donne aveuglement pour synonyme. Ainsi, pour désigner la privation de la vue, la langue française a progressivement renversé la primauté accordée au terme aveuglement sur celui de cécité. Ce que l'on peut qualifier de progrès du point de vue des représentations du handicap, dans la mesure où aveuglement est péjorativement connoté, parce que signifiant au figuré, toujours d'après le dictionnaire de Trévoux, l'obscurcissement de la raison et du sens critique, à la différence de cécité, qui est neutre et de surcroît non privatif. Devant ce constat, ma question est la suivante. Quand, comment et pourquoi les dictionnaires de langue française sont-ils passés de l'aveuglement à la cécité? Ce renversement fut-il le simple effet d'une évolution de l'usage ou bien s'est-il imposé au terme d'une querelle? La première partie de mon exposé, l'apparition de l'article cécité dans les dictionnaires de langue française. Le premier dictionnaire entièrement rédigé en français, à savoir le dictionnaire des mots et des choses de Pierre Richelet de 1680, ne contient pas d'entrée cécité. La raison à cela est peut-être l'existence et l'usage d'un terme qui désigne déjà la privation de la vue, celui d'aveuglement. Mais une raison plus profonde est peut-être l'antique proximité entre le fait de ne pas voir et le fait de ne pas savoir. Dans ce cadre, il est logique qu'un mot unique vienne désigner les deux choses.
Le dictionnaire suivant celui de Richelet est celui d'Antoine Furetière, de 1690. Ce dictionnaire universel, pourtant de bien plus grande ampleur que celui de Richelet, ne contient pas davantage d'articles cécités. L'article aveugle de ce dictionnaire contient cependant deux innovations d'importance. Il introduit d'une part toute une série de proverbes en usage, et dont plusieurs nous sont encore familiers. En voici quelques-uns. On dit qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, pour dire que ceux qui ont des défauts ne laissent pas d'être estimés au lieu où tous les autres en ont de plus grands. On dit que pour faire bon ménage, il faut que l'homme soit sourd et la femme aveugle, pour dire qu'il faut que la femme ne s'offense point des défauts de son mari, ni le mari des crieries de sa femme. On dit d'une chose facile à découvrir qu'un aveugle y mordrait, etc., etc. À travers ces proverbes, la cécité apparaît comme la métaphore, voire le paradigme de la tare, de l'ignorance, de l'incompétence et du défaut de connaissance. Mais l'article aveugle signale aussi toute une série de compétences manifestées par des aveugles réels ou supposés tels. Je cite, « On a vu à Paris un aveugle qui était excellent organiste, qui discernait fort bien toutes sortes de monnaies et de couleurs, et qui était bon joueur de cartes. Bartholin parle d'un sculpteur aveugle en Danemark, qui discernait au toucher toutes sortes de bois et de couleurs. Mais loin d'atténuer par la mention de toute une série de compétences la conception de la cécité comme ignorance, ces lignes viennent bien plutôt la confirmer en signalant, selon l'expression consacrée, des exceptions qui confirment la règle, à savoir des aveugles hors normes, dont certaines capacités paraissent même outrepasser les lois naturelles, comme s'il avait fallu avoir reçu un don pour être un aveugle compétent. La première édition du dictionnaire de l'Académie française, qui voit enfin le jour en 1694, ne contient pas non plus d'articles cécités. À l'article aveugle, les proverbes dépréciatifs restent quasi inchangés. Et, nous tenons à le souligner, le sont encore aujourd'hui dans l'édition actuelle du dictionnaire de l'Académie, ces fameux proverbes dépréciatifs, ce qui n'est pas sans interroger, d'autant plus que cet ouvrage s'est toujours voulu non pas tant descriptif que normatif. C'est dans le dictionnaire de Trévoux de 1721, donc pas celui que je vous citais en introduction, mais l'édition précédente, qu'apparaît pour la première fois l'entrée cécité. Ce sont ainsi les jésuites, auteurs de cet ouvrage, qui introduisent le mot dans les dictionnaires de langue française. Cependant, à son article, nous lisons ceci. Cécité, aveuglement. Loin d'en produire une définition, l'article se contente ainsi de donner le synonyme en vigueur. Et surtout, il ajoute « L'usage n'a point établi le mot de cécité, quoiqu'il y ait des personnes qui s'en servent ». En somme, l'entrée se trouve aussitôt refermée par cette indication de non-usage, comme s'il ne convenait pas de dire cécité pour aveuglement. Il n'en demeure pas moins que l'introduction du terme de cécité, qui ne cessera plus désormais de figurer dans les dictionnaires, ouvre une brèche dans l'antique assimilation de la privation de la vue avec l'obscurcissement de l'esprit. Deuxième moment de mon exposé, le renversement cécité-aveuglement dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Le chevalier de Jaucourt, qui rédige l'article cécité du grand œuvre, modifie en profondeur celui du dictionnaire de Trévoux. D'abord, au lieu de le balayer d'un revers de la main, Jaucourt consacre à ce mot 2 grandes pages, et bien plus le fait entrer dans le domaine de la science, puisque l'article cécité est selon Jaucourt un article de physiologie. Certes, Jaucourt définit ainsi la cécité. Privation de la vue, soit par défaut de naissance, soit par l'âge, par accident ou par maladie, perte du sens qui est le plus fécond en merveilles et dont l'organe est le miroir de l'âme. De façon très classique, le philosophe place la vue au sommet de la hiérarchie des sens et en déduit conséquemment que sa perte voue au malheur celui qui l'a subi. Jaucourt énumère alors les causes internes de la cécité, à savoir toutes les maladies de quelque espèce qu'elles soient. On a là affaire à une véritable rationalisation de l'idée de cécité, qui, à l'opposé de l'aveuglement des précédents dictionnaires, n'est pas rapprochée de l'erreur ou du péché, mais au contraire reconduite à la causalité naturelle. La cécité n'a d'autre signification que physique. Mais le plus remarquable réside dans le fait que Jaucourt,
tout en paraissant poursuivre dans le même registre, quitte en réalité le champ de la physiologie pour tenir progressivement un propos que nous qualifierions aujourd'hui de sociologique. Il en vient en effet aux causes externes de la cécité, d'abord communes à tous les pays, par exemple les coups, les blessures, puis particulières à certains lieux et à certains hommes. Et à ce propos, il écrit « Les astronomes par l'usage du télescope, les naturalistes par celui du microscope et les gens de lettres par leurs travaux perpétuels se préparent un aveuglement prématuré. » Donc il utilise lui aussi encore le mot aveuglement. Jaucourt s'appuie ici implicitement sur des cas avérés de cécité précoce dans l'exercice de ses métiers, tels que celle de l'astronome Cassini qui devint aveugle en 1710 et du célèbre Galilée qui souffrait de troubles de la vision et qu'une cécité complète affecta en 1636. Dans ces lignes, la cécité apparaît ainsi comme l'effet de la connaissance, selon donc un renversement complet de la perspective qui prévalait alors, qui faisait d'elle la métaphore de l'ignorance et de l'erreur. Véritable rejet de l'article du Trévoux, celui de Jaucourt affirme ainsi une conception de la cécité qui serait pleinement positive s'il ne la réduisait pas à l'effet malheureux du goût pour le savoir. Positivité à laquelle s'est en revanche attaché d'Alembert dans l'article aveugle du même ouvrage. Ce très long article de d'Alembert, qui se situe non pas sur le terrain de la science, mais des réflexions philosophiques sur la cécité, fait de celle-ci non pas la simple conséquence, mais l'un des lieux privilégiés du connaître. Elle n'est plus l'effet d'une trop grande application visuelle aux sciences, aux arts et aux métiers, mais un état dans lequel peuvent parfaitement s'exercer les sciences, les arts et les métiers. D'Alembert s'appuie sur la lettre sur les aveugles de Diderot et ses deux personnages clés qui ont réellement existé, l'aveugle du Puiseau, chimiste et musicien, et le fameux Nicholas Sanderson, professeur de mathématiques à Cambridge. Avec d'Alembert, la cécité n'est plus, comme l'écrivait Jaucourt, la perte du sens qui est le plus fécond en merveille, et n'entraîne plus le malheur associé à une telle privation, au point que les aveugles dont il est ici question ne désirent pas recouvrer la vue. C'est pourquoi d'Alembert écrit au seuil de son article aveugle « La privation de la vue est appelée par quelques écrivains cécité, donc allusion au Trévoux, et ce mot qui est commode nous paraît mériter d'être adopté. Ainsi, loin de résulter d'une évolution de l'usage, la primauté du mot de cécité sur celui d'aveuglement apparaît comme l'effet des réflexions philosophiques menées par Diderot dans sa lettre sur les aveugles. Dernière partie, qu'est l'issue à la querelle de la cécité et de l'aveuglement à la fin du XVIIIe siècle. Tout d'abord, l'influence de l'encyclopédie sur le dictionnaire de l'Académie française de 1762, donc nouvelle édition, est absolument remarquable. Certes, l'article « aveuglement » donne encore privation de la vue comme définition, mais il précise d'emblée « aujourd'hui, on dit aujourd'hui cécité au propre ». Et à l'article cécité de ce même dictionnaire, nous lisons « cécité se dit au propre et aveuglement au figuré ». Tout se passe donc comme si les immortels avaient suivi la recommandation de d'Alembert et prescrivaient eux-mêmes, plus nettement encore que ne l'avait fait l'encyclopédiste, le strict partage des deux termes et de leur signification respective. À cet égard, l'édition la plus récente du dictionnaire de l'Académie apparaît comme en recul par rapport à celle de 1762. Son article aveuglement signale seulement « Aujourd'hui, on dit plutôt cécité », comme je l'ai signalé en introduction, alors que l'édition de 1762 est très claire sur le partage sens propre, sens figuré, cécité, aveuglement. Pourquoi ne pas marquer nettement le partage des significations ? Ce dictionnaire entretient ainsi encore la confusion de la privation de la vue avec le trouble donc, de l'esprit. Si nous reprenons le fil de notre chronologie, c'est le grand vocabulaire français de 1767 qui doit à présent retenir notre attention. Là encore, l'influence de l'encyclopédie est patente. Voici en effet ce qu'on lit à l'article cécité. C'est au propre l'état d'une personne qui est aveugle. Mais ne croyez pas avec le dictionnaire de Trévoux que cécité signifie aveuglement, car aveuglement ne se dit que dans le sens figuré. Pour la première fois,
La querelle qui, depuis 1751, oppose les jésuites aux encyclopédistes et à leurs sectateurs est explicitement signalée. Comment les auteurs du Trévoux ont-ils réagi à cette coalition en faveur de l'emploi du terme cécité? Dans le dernier dictionnaire de Trévoux de 1771, l'article cécité apparaît comme profondément remanié. Certes, le début est identique, mais ensuite nous lisons « Le dictionnaire de l'Académie française prétend qu'on dit cécité au propre et aveuglement au figuré. Il est certain que si ce mot n'est pas d'usage, il est au moins nécessaire. » Cette dernière édition du Trévoux va ainsi plus loin que d'Alembert, puisque ce n'est pas que le mot cécité, en dépit du peu d'usage qui en est fait, mérite d'être adopté, c'est que son emploi est nécessaire. En conclusion, tous les dictionnaires à la fin du XVIIIe siècle suivent les encyclopédistes. Pour désigner la privation de la vue, ils optent pour le mot de cécité et rejettent parfois explicitement celui d'aveuglement. Le mot de cécité peut donc être qualifié d'héritage des Lumières, particulièrement paradoxal pour un moment de l'histoire qui se désigne lui-même par une métaphore qui relie le voir au savoir. Le camp des philosophes remporta ainsi une véritable querelle qui ne fut pas purement terminologique. Elle opposa deux conceptions du monde, celle des jésuites qui s'appuient sur les évangiles, dans lesquels les aveugles incarnent l'ignorance du divin et désirent être guéris, et celle des philosophes qui rationalisent le savoir et refusent non pas tant la métaphore de la lumière que son interprétation théologique. Comme Diderot notamment le souligne, c'est l'expérience, visuelle mais aussi tactile, qui désormais fait le flambeau de la raison. À ce titre, le mot cécité porte en lui l'un des combats des Lumières, le refus de rapprocher privation de la vue et trouble de l'esprit au nom du primat de l'expérience sensible. Par contraste, le dictionnaire actuel de l'Académie se révèle être en recul par rapport à cet héritage des Lumières, alors que nous serions fondés à attendre le contraire. Dans le sillage des Lumières, un abandon de la définition de la cécité comme privation de la vue, qui n'a guère à envier finalement à celle de la femme proposée par tout le XVIIIe siècle et au-delà, comme femelle de l'homme. Certes, on nous parle aujourd'hui de déficience visuelle, mais comment concevoir cette expression comme un progrès quand elle associe euphémisme et réduction de la cécité à sa dimension organique? Les nouvelles lumières sont encore à bâtir. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci Marion. Donc, je vous répète, gardez vos questions pour tout à l'heure. Donc, nous allons maintenant accueillir Frédéric Reichart de... Alors, en préambule, comme ça a été dit ce matin par à la fois, comme l'a rappelé Michel Mercier précédemment, et puis Patrick Fougirolas, pour nous, le handicap reste une production sociale et culturelle qui varie, alors d'une part par rapport aux espaces, on l'a vu, mais Arnaud et puis Marion à l'instant nous ont montré aussi que c'est une production sociale et culturelle qui varie aussi par rapport au temps, hein, et à travers l'histoire. Alors, on peut penser effectivement que le handicap est un révélateur, un analyseur de la manière dont une société construit son vivre ensemble. On peut aussi penser que le handicap vient montrer comment est-ce qu'une société, elle construit son rapport au monde et comment elle construit son rapport à la réalité. Alors avec AG, on s'est intéressé à la question de la construction du handicap dans l'espace francophone. On a essayé de voir comment effectivement est-ce que le handicap s'est construit, comment est-ce qu'il est produit, hein, dans cet espace-là. Donc on s'est intéressé en tout cas sur des études qu'on a réalisées au Maroc, en Haïti, au Cameroun, au Sénégal, également en France, un petit peu en Belgique, pour essayer de repérer effectivement des convergences, hein, et puis des divergences, pour essayer de voir comment effectivement cette production elle s'est mise en forme. Pour ça, on est parti sur 4 questions très très simples. Hein. Première question, qu'est-ce qui fait qu'une personne est perçue comme handicapée? On est sur la question de l'indicateur, hein, ou du marqueur du handicap. Deuxième question, comment devient-on handicapé? La question ici renvoie au sens, à l'explication, à l'étiologie du handicap. Troisième question, comment cette personne elle est perçue? On est ici sur la question des préjugés, des représentations, des perceptions sociales du handicap. Et puis, dernière question très importante, comment est-ce qu'elle est traitée? C'est-à-dire, on est sur la question du traitement social, attitude, comportement, hein, à l'égard des personnes qui sont handicapées. La première question, qu'est-ce qui fait qu'une personne est handicapée?
on est ici effectivement sur ce que j'ai appelé avant les marqueurs du handicap. Qu'est-ce qui vient marquer finalement une personne et qui vient la définir comme handicapée? Les marqueurs sont corporels. C'est-à-dire que les marqueurs sont biofonctionnels. C'est au niveau du corps qu'on va situer ces marqueurs-là, au niveau de troubles et d'altérations des fonctions corporelles. Je prends ici quelques photos que je vous mets en exemple. Vous avez ici une personne qui est amputée. Le fait effectivement qu'elle soit amputée va faire qu'elle sera associée à la catégorie handicap. Une personne se promène avec une canne, on pense, on estime, on en déduit qu'elle est aveugle, donc elle va être associée à la catégorie handicap. Vous avez une personne qui va se déplacer en fauteuil, on peut estimer qu'il y a une paralysie ou alors une amputation d'un membre inférieur, hop, elle va être associée au handicap. Je me rappelle, j'avais fait une fois une formation avec des stagiaires où je les sensibilisais au handicap, et puis à la fin de la journée, voilà, c'était le bilan, et je pose mon bras comme ça sur ma main sur le bras d'une personne, et je dis voilà, ça a été. Je pose ma main comme ça, et d'un coup, je sens une matière un petit peu caoutchouteuse. Elle avait une prothèse. Et du coup, cette personne-là, elle est devenue handicapée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, j'ai repéré une prothèse, j'ai déduit une amputation, et j'ai associé effectivement ce dysfonctionnement organique, cette altération organique, je l'ai associé du coup. J'ai catégorisé la personne dans le monde du handicap. Par contre, il n'y a pas que des marqueurs entre guillemets corporels en tant que tels ou biofonctionnels, il y a aussi des marqueurs qui sont liés au comportement. Parfois, il y a le comportement, l'attitude qui ne correspond pas à un espace qui est attendu ou qui est codifié par rapport à l'espace social dans lequel on se trouve. C'est là où apparaît la distinction entre le handicap visible et le handicap invisible. Vous avez ici une photo, vous voyez une personne qui est habillée en vert, qui a dans sa main un petit fil avec des perles, il enfile des perles. Voilà. Apparemment, il n'y a pas de handicap. Eh bien, effectivement, c'est quand on voit la personne plus longtemps, qu'on voit le temps qu'elle prend pour enfiler les perles, qu'on discute avec elle, qu'on se rend compte que les questions qu'on lui pose, il n'arrive pas à les comprendre, que les réponses qu'il donne, c'est des réponses que je ne comprends pas. On se dit, tiens, il y a un truc qui cloche. Et là, effectivement, le comportement, l'attitude va aussi être l'indicateur du handicap. Là aussi, autre exemple, là je suis à Yaoundé, vous avez une personne qui est habillée en noir, adossée contre un mur, et le collègue avec qui j'étais en voiture me dit, tu vois, ça c'est le fou, c'est le fou du quartier. Je dis, ah bon, c'est le fou du quartier, pourquoi? Il me dit, regarde, tu verras. Et finalement, effectivement, cette personne-là était toute la journée au même carrefour, et puis elle se déplaçait, elle faisait un chemin qui était le même, et puis elle parlait à elle-même, elle se déplaçait. Donc c'est le comportement de la personne qui va être l'indicateur de quelque chose qui ne correspond pas à un comportement habituel et qu'on va associer du coup au handicap. Deuxième question, comment devient-on handicapé? Donc là, ça renvoie à la question de l'étiologie. Là, il faut au préalable rappeler la manière dont finalement les sociétés construisent leur rapport au monde et puis à la réalité. Alors là, on va se baser d'abord sur peut-être des connaissances scientifiques et académiques, mais aussi des croyances religieuses. Comment est-ce qu'effectivement on explique l'origine du monde? On peut effectivement croire que c'est le Big Bang qui a été l'origine du monde. D'autres vous diront, non, moi j'ai lu la Bible, non, moi je pense que c'est Dieu qui a créé le monde en 7 jours. Donc on aura deux registres qui vont se compléter, pas forcément s'opposer, mais qui peuvent se compléter pour donner sens effectivement au monde. Et du coup, le handicap, il va être pris là-dedans. Le handicap, il sera pris aussi dans ce registre-là, puisque effectivement, dans certains cas, le handicap va trouver une explication à travers des connaissances scientifiques, souvent biomédicales. C'est effectivement la médecine qui va expliquer comment est-ce qu'on devient handicapé. Et là, on est sur un dysfonctionnement du corps humain avec des troubles et des altérations. Mais c'est aussi des croyances religieuses, divines, démonologiques, maléfiques, qui vont pouvoir être une explication au handicap. Ce qui fait qu'il y a des causalités qui sont internes à l'individu, internes ou intrinsèques, et d'autres externes ou alors extrinsèques. Finalement, il y aura des causalités qui vont être biofonctionnelles pour expliquer un petit peu le handicap. Comment est-ce qu'on devient handicapé? On vous dira c'est héréditaire.
c'est congénital, c'est lié à un trouble du développement, c'est lié à une maladie, hein, c'est lié à un accident. Ben, par exemple, la paralysie provient d'une section de la moelle épinière. Mais il y aura aussi des causalités qui vont être non naturelles, qui vont être extrinsèques, extérieures à l'individu. Le handicap sera par exemple expliqué comme la conséquence d'une rupture d'équilibre. Vous avez des sociétés qui pensent, qui voient le monde partagé entre le monde des vivants et le monde des morts, le monde invisible et le monde visible. Et vous dites, tiens, la venue d'une personne handicapée, la naissance d'une personne handicapée, c'est finalement une personne qui vient du monde des morts et qui est dans le monde des vivants. C'est finalement une erreur. Et du coup, ça vient déséquilibrer l'ordre du monde. Et donc, il faut rétablir l'ordre du monde pour effectivement arriver de nouveau à un espèce d'équilibre. Autre explication, action sorcière ou alors un mauvais sort. On pense qu'on est handicapé, on devient handicapé parce qu'effectivement, on a un mauvais sort qui a été jeté sur la personne. Je prends l'exemple du Sénégal. On m'a expliqué au Sénégal qu'effectivement, cette personne-là est handicapée parce qu'il y a une de ses coépouses. Au Sénégal, cette personne-là était polygame. Et puis, effectivement, c'était une coépouse qui était jalouse d'une autre épouse qui, pour se venger de son mari, a fait jeter un sort à son mari qui, du coup, est devenu handicapé. Autre exemple, l'intervention divine de Dieu. Vous avez par exemple des situations où on vous dira, là c'est notamment marqué très très fortement du côté de la religion, par rapport à l'islam, on vous dira, tu es handicapé, c'est une épreuve que t'envoie Dieu. Donc il faut que tu y résistes. Il faut que tu fasses face à ça. C'est Dieu qui te met à l'épreuve. Autre possibilité, la violation ou la transgression d'un tabou. On est au Cameroun, pays vuté, c'est une ethnie camerounaise. Pour cette ethnie, ce qui est important, c'est la relation avec les anciens et la relation avec les ancêtres. Donc il faut toujours garder des relations avec les anciens et les ancêtres. S'il y a une rupture au niveau de la relation, vous allez devenir handicapé. Vous avez chaque 2 ans la fête des morts qui a lieu dans cette tribu et il faut sarcler la tombe des ancêtres. Si la tombe n'est pas sarclée correctement, le lien, la relation avec les ancêtres est rompu et là, vous pouvez devenir handicapé. Donc là, on est sur un registre radicalement différent. On est sur des causalités qui sont non naturelles et qui ne sont pas liées forcément à l'individu. Alors, je passe rapidement parce que l'heure tourne. Troisième question, comment est-ce que ces personnes sont perçues? Comment est-ce que la personne handicapée, elle est perçue? Si j'essaie un peu de modéliser ou de voir un peu comment on pourrait thématiser un peu les choses, j'ai envie de dire qu'on a le handicap qui peut renvoyer un patient, qui peut renvoyer un usager à traiter, qui peut renvoyer un corps à réparer, qui peut renvoyer un malade à guérir. Globalement, ici, la question qui va se poser, c'est très simple, c'est que faire des personnes qui sont handicapées? On est sur la question du traitement. On est sur la question du que faire avec le handicap. Et c'est dans ce paradigme-là que vont apparaître différents concepts qui ont été présentés pour certains ce matin et aujourd'hui. Vous avez la rééducation, la réadaptation, l'inclusion, la participation, l'accessibilité, qui vont trouver sens dans ce paradigme-là. Et dans ce paradigme-là, le handicap est défini comme un sujet de droit, avec la question de l'égalité et la question de la dimension citoyenne qui sont fortement affirmées. Mais on peut aussi voir que parfois, donc là effectivement vous avez une illustration qui a été prise par AG au Burkina Faso, où on voit effectivement une personne qui est handicapée en fauteuil et qui montre effectivement sa carte d'électeur. Il est en fauteuil et effectivement il a aussi le droit de vote et il montre fièrement sa carte. Mais vous avez aussi une autre manière peut-être de percevoir le handicap. Alors ici, on n'est pas sur la question du traitement. La question qui se pose, c'est pas que faire du handicap, c'est plutôt que signifie le handicap. C'est ce qu'expliquait avant
c'est ce qu'expliquait avant Arnaud. Hein. Effectivement, on est sur la question, la question de la signification. Le handicap, il est porteur de sens. Donc là, on est sur la fonction sémantique et symbolique du handicap qui vient souligner, comme ça a été dit précédemment, la faute, la transgression, la culpabilité, le maléfice, la punition, ou alors la rupture ou le déséquilibre. Souvent, les représentations du handicap sont assez peu valorisantes. Je prends des exemples là aussi que j'ai tirés du Maroc. Vous avez au Maroc un petit peu trois grandes perceptions qui se combinent. Le handicap est associé à la mendicité. Hein, on fait référence souvent à un mendiant qui est infirme, avec la précarité et la pauvreté. On fait référence aussi à la résilience, avec notamment ce qu'ils appellent le super infirme, hein, qui est symbolisé par Taha Hussein, hein, intellectuel égyptien, écrivain aveugle, voilà, où c'est un petit peu l'image de l'intellectuel résilient. Et puis vous avez le handicap comme le mal incarné. En Haïti, autre perception, le handicap est perçu comme un poids, comme un fardeau. Le handicap est perçu du côté de la nullité et de l'inutilité, c'est-à-dire celui qui est handicapé ne vaut rien et celui qui est handicapé est un bon à rien. Et souvent, il est considéré comme une moitié homme, hein, ou comme un demi-homme. Hein, il ne compte pas, hein, il ne compte pas comme les autres. Il n'a pas la même valeur que les autres. Dernière question pour les 2 minutes qui me restent. Effectivement, comment est-ce que la personne handicapée, elle est traitée ? On est sur la question du traitement social. Là, j'aurais envie de vous montrer un petit peu, enfin de proposer un peu 2 parcours, hein, qui pourraient nous faire réfléchir. Le premier parcours, c'est un petit peu l'itinéraire syncrétique entre l'éthique et l'émique. Quand vous avez une personne qui est malade, qui a un comportement particulier, qui n'est pas bien, où il y a un truc qui cloche finalement, hein, d'abord on va être en famille. On va essayer de trouver une solution en famille avec de l'auto-médicamentation. Et puis, si ça ne va pas mieux, on va consulter un tradipraticien. Et là, on va essayer de trouver un diagnostic et puis un remède. Donc, c'est le devin, c'est le guérisseur, c'est le marabout, c'est le sorcier qui va être consulté. Donc là c'est une image à Dakar. Vous avez effectivement la case de voyance. On peut consulter un guérisseur qui vous dira un petit peu quel est votre souci et comment le régler. Et puis, dernier point, effectivement, quand on a fait le tour un petit peu des guérisseurs, marabouts et autres, on va consulter, au Cameroun, on appelle ça la médecine des Blancs. On va aller voir les médecins biofonctionnels. On va à l'hôpital, on va au dispensaire. Et là, ça va être de la médecine chimique, hein, de l'intervention opératoire, de la rééducation qui va être proposée. Donc là aussi, toujours à Dakar, vous avez là aussi, hein, le centre L'Abri pour enfants handicapés qui précise bien qu'on y entre en rampant et qu'on y sort en courant. Dernière slide, on peut aussi voir d'autres parcours, hein, qui apparaissent avec des parcours de soins qui vont combiner le médical, des médecines alternatives et puis aussi ce que j'appelle un petit peu la foi. On a aussi une entrée auto-médicamentation, hein, qui est chimique ou naturelle. C'est un petit peu le remède de grand-mère. Hein, on n'est pas bien, tu prends un petit peu de la tisane avec du miel, tu fais ci, tu fais ça. On a un petit peu des méthodes qu'on va un petit peu trouver toujours au niveau un peu de la famille. Et après, on va aller voir le médecin. On va aller voir le médecin généraliste qui va après nous orienter vers un médecin du coup spécialiste, hein, par rapport au type de pathologies et de difficultés qu'on a. Parfois, on va aussi consulter des médecines alternatives, l'homéopathie, l'acupuncture, le magnétisme. Vous avez des rebouteux aussi qui vont être parfois consultés pour certains problèmes. Et puis en même temps, on peut aussi aller à l'église, hein, quand on est malade, quand on n'est pas bien. On peut faire une prière. On peut allumer un cierge. Certains vont aller à Lourdes pour effectivement guérir à Lourdes. On fera des offrandes et ainsi de suite. Donc là, on a aussi un ensemble d'autres solutions, d'autres pratiques qui sont également mises en place. Et pour conclure, on pourra en discuter lors des questions. Merci beaucoup à vous. Donc on va faire une transition du coup, puisque on parlait de Lourdes, donc on va se rapprocher du sud-ouest, puisque donc je vais vous parler des représentations sociales du handicap et plus particulièrement dans la région du sud-ouest de la France.
Donc je fais un focus sur cette région du Sud-Ouest, puisque j'ai eu la possibilité de faire des enquêtes de terrain dans cette région. Donc cette région entoure le point rouge qui désigne la ville de Pau où j'habite. Donc c'est une région qui se situe à la frontière des Pyrénées et de l'Espagne. Cette réflexion résulte d'une anthropologie du dedans, puisque je suis infirmière de formation et j'ai particulièrement travaillé en psychiatrie adulte. Et j'ai été la coordinatrice de l'organisation du Festival du handicap à Pau, qui a permis de réunir les associations de personnes handicapées sur une place publique suite à une demande. Donc elles ont voulu qu'on mette en place une action pour lutter contre les discriminations qui sont faites aux personnes handicapées. Et ma profession et mon rôle de coordinatrice m'ont permis de pratiquer l'observation participante, mais j'ai acquis un regard distancié de mon objet d'étude grâce aux enquêtes de terrain que j'ai pu mener, aussi bien auprès des personnes handicapées, des familles, des professionnels de santé, des personnalités politiques, mais aussi auprès des étudiants en soins infirmiers. Et c'est ma rencontre avec cette équipe de basket handisport qui a effectivement fait émerger cette réflexion. Alors donc, je vais vous raconter la petite anecdote en fait qui m'a été racontée par le capitaine de l'équipe. Donc en 2009, ils ont voulu célébrer la réussite de leur match de basket. Donc à savoir que dans les membres de l'équipe, la plupart sont en station debout, mis à part le capitaine de l'équipe. Donc ça, c'est un détail important puisqu'ils sont allés dans un restaurant pour vouloir fêter leur match de basket. Et le responsable du restaurant avait refusé en disant que le restaurant n'était pas adapté aux personnes à mobilité réduite. Donc le capitaine de l'équipe a décidé de laisser son fauteuil à l'entrée du restaurant et de se traîner jusqu'à une table et de dire maintenant, je pense qu'on va pouvoir manger et célébrer notre match de basket. Alors, à partir de ce festival, je me suis interrogée sur l'évolution possible des représentations sociales du handicap. Je me suis tout d'abord intéressée à l'ouvrage de Denise Jodelet, qui a écrit en 1989 « Folie, représentation sociale », car elle a mené une enquête de terrain pendant 3 ans, une observation participante auprès des familles qui accueillent des personnes qui présentent un handicap psychique. Et elle a mis en évidence que malgré cette proximité auprès de ces personnes, il y avait toujours un rejet d'exclusion des personnes qui présentent un handicap psychique, puisque les familles ne voulaient pas manger dans les mêmes assiettes qu'elles de peur de la contagion de la maladie mentale. Donc finalement, elle mettrait en évidence que les savoirs expérientiels n'ont pas d'influence sur les représentations sociales du handicap. Et il y a eu dernièrement la publication de l'encyclopédie des savoirs sur le handicap, donc co-dirigée par Charles Gardou, qui met effectivement en évidence, lui de son côté, l'importance d'inclure les savoirs scientifiques dans les formations de tous les professionnels qui accueillent du public. Alors, ces 2 ouvrages m'ont amené à m'intéresser aux étudiants en soins infirmiers, car ils expérimentent ces 2 types de savoirs pendant leur formation. Ils ont à la fois des savoirs scientifiques qui sont amenés par des professionnels, donc des médecins, des infirmiers, des sociologues, des psychologues, des anthropologues, et aussi des savoirs expérientiels qu'ils vont acquérir au cours de leur stage sur le terrain. Alors, je vais vous présenter en 2 parties. Tout d'abord, je vais vous parler des particularités du sud-ouest de la France et dans un deuxième temps, je vais revenir sur cette enquête qui a été faite auprès des étudiants en soins infirmiers. Alors, dans le sud-ouest, nous avons des traces archéologiques qui évoquent les représentations sociales du handicap, comme cette mosaïque qui est à la cathédrale de l'Escar, qui se situe à 10 km de Pau. Donc, elle représente un chasseur amputé, mais on ne sait pas qui est ce chasseur et on n'a aucune origine de celui qui a créé cette mosaïque. Donc, on retrouve très peu de traces archéologiques parlant du handicap physique, mais on a davantage de traces archéologiques qui évoquent le handicap psychique, comme à Aire-sur-Adour, qui se situe à 30 km de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, puisqu'au Moyen-Âge, les familles se rendaient sur le tombeau de Sainte-Quitterie pour prier pour la guérison de leur enfant qu'ils avaient considéré comme fou.
Donc, et pendant qu'elle priait, la personne qui était donc considérée comme fou était attachée dans les cachots. Il reste encore des traces archéologiques à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, il y a toujours des pèlerinages. Les familles vont toujours auprès de cette fontaine, mais elles soignent davantage les maux de tête en se mouillant donc l'eau sur le front et les tempes. Mais au-delà du handicap, de la maladie, il s'agit de la peur de l'autre qui est différent. Cette peur est la résultante des grandes épidémies du Moyen-Âge, comme l'a décrit François Laplantine dans l'Anthropologie de la maladie. Dans le sud-ouest de la France, les Cagots ont vécu 8 siècles d'exclusion parce qu'ils étaient associés aux lépreux. Ils étaient appelés Cagots dans le sud-ouest et Cacots en Bretagne. Ils devaient porter une étoffe sur leurs vêtements, rouge en forme de patte d'oie. Ils devaient s'annoncer dans les villages avec une crécelle. Ils devaient exercer donc des métiers spécifiques relatifs au bois et à la pierre, puisqu'au Moyen-Âge, dans les représentations sociales, la lèpre n'était pas véhiculée par le bois et la pierre. L'archéologie reflète bien ce phénomène d'exclusion, puisque donc, dans les églises, comme à l'église de Campan, qui se situe au pied des Pyrénées, ils avaient leur propre bénitier qui était effectivement stigmatisé par cette patte d'oie qui était gravée dessus. Et il y avait aussi, on retrouve des traces de gravure de leur visage, puisqu'effectivement, ils s'étaient mis en avant, puisque dans les ouvrages des historiens, on retrouve effectivement des descriptions de leur malformation physique. Donc, il était dit qu'ils n'avaient pas de goitre ni de lobe aux oreilles, ce qui avait généré des fantasmes qu'ils étaient sorciers ou magiciens. Mais même si les progrès de la médecine ont permis de démontrer qu'ils n'étaient pas lépreux, en dépit de l'absence de tout risque, la distance avec cette population a continué à perdurer au fil du temps, avec toujours l'idée de contagion et de danger pour le groupe. Et il n'y a pas donc que l'archéologie qui va effectivement stigmatiser le handicap. Il y a eu effectivement aussi la presse écrite, comme le montre le petit journal du 19e siècle, puisque effectivement, en première page, il était dessiné tous les faits divers relatifs au handicap psychique. Donc vous voyez sur la gauche, donc, il était raconté qu'un fou s'était échappé de l'asile et avait poignardé une bonne sœur. Et à droite, un fou s'est échappé de l'asile et a poignardé un inspecteur de police. Et dans notre époque très contemporaine, il y a eu effectivement une affaire qui fait que l'association du handicap psychique a toujours été rattachée et renforcée par rapport à la monstruosité, par rapport à cette affaire Romain Dupuis. Donc, c'est un patient schizophrène qui, en 2004, a décapité 2 infirmières au centre hospitalier où j'ai travaillé. Et comme le dit Pierre Bourdieu, sociologue, la presse, effectivement, ne parle que de l'extraordinaire alors qu'elle devrait parler de l'ordinaire parce qu'elle doit faire sensation. Et en conséquence, c'est aussi le spectacle de l'anormalité qui fait vendre. La presse y est donc pour quelque chose car elle fabrique du stigmate et du suspense. Ce qui est sûr, c'est que cet événement a eu de réelles répercussions au niveau de la prise en charge des personnes qui présentent un handicap psychique, puisque nous, en tant que soignants, on l'a vécu comme un véritable retour à l'enfermement avec la création de cette loi du 5 juillet 2011. Donc, pour résumer, en fait, les personnes qui sont hospitalisées sous contrainte n'ont plus la possibilité aujourd'hui de sortir au-delà de 12 heures à l'extérieur, alors qu'avant, elles pouvaient sortir 24 heures et elles sont obligatoirement accompagnées. Et nous, en tant qu'infirmiers, on avait l'obligation de faire la photocopie de la carte d'identité de l'accompagnant. Alors, il est intéressant de se tourner vers la question de la formation des étudiants en soins infirmiers parce que ces étudiants, ils ont grandi avec cette culture et notamment l'affaire de Romain Dupuis. Et également, s'intéresser à cette question de la formation est aussi intéressante parce qu'elle a subi une réforme en 2009. Elle a été associée à un cursus universitaire et pour faire court par rapport à la différence avec la formation que j'ai reçue, c'est qu'elle a été raccourcie. Elle est passée de 3 ans et demi à 3 ans et les étudiants n'ont pas forcément de stage au niveau de la psychiatrie tous les ans comme avant. Ils peuvent en avoir un seul stage au cours de leurs 3 ans.
Alors, c'est vrai que l'étude du fonctionnement des représentations sociales m'a amené à m'intéresser à la question du savoir, parce que Denise Jodelet va définir les représentations sociales comme une forme de connaissance socialement élaborée et partagée par le groupe. Et Marc Angenot, en 1988, évoque qu'elles détiennent une forme de pouvoir puisqu'elles agissent comme un glouton sur les individus. Pour ce qui est du savoir expérientiel, François Laplantine définit en 1986 le savoir expérientiel comme le savoir du dedans. Et le savoir expérientiel va être surtout rattaché au savoir du patient. Et on ne parle pas comment que le savoir expérientiel peut être rattaché aussi aux soignants par son expérience sur le terrain. Donc j'ai mené une enquête qualitative auprès de 75 étudiants en soins infirmiers et une étude comparative entre les étudiants de première et de troisième année pour évaluer effectivement l'influence de leur savoir entre le savoir scientifique et le savoir expérientiel. Alors, il en ressort, effectivement, ils ont mis en évidence, ces étudiants, l'importance du savoir expérientiel dans l'évolution des représentations sociales du handicap, mais pas seulement, mais comme un élément déterminant essentiel dans leur formation. Comme l'indique Tracy, étudiante en première année, le savoir scientifique a des limites dans la compréhension des pathologies psychiatriques. Elle explique que si elle n'avait pas été en stage, elle n'aurait pas compris la différence entre la schizophrénie et les troubles bipolaires. Richard, de son côté, lui, il va bien expliquer l'importance du savoir expérientiel puisqu'il va permettre de développer une bienveillance sur autrui. Magali, qui est étudiante en troisième année, elle va amener une critique un peu humoristique sur le savoir scientifique, puisqu'elle dit c'est bien beau de dire qu'une personne handicapée ne peut pas se réaliser pleinement, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est d'être avec eux. En dehors d'un concept, on sait ce qu'est l'autonomie sur le terrain. Mais cette enquête a démontré un point important du savoir expérientiel, notamment la question de la temporalité. Des étudiants ont dévoilé une réelle méconnaissance du handicap avec une confusion entre handicap et maladie. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, cette méconnaissance du handicap était parfois rattachée, c'était des étudiants qui ont une expérience déjà sur le terrain, puisque par exemple, Eva et Tiffany, avant de rentrer à l'école d'infirmière, elles étaient aides-soignantes à l'hôpital. Ce qui veut dire que finalement, être professionnel de santé ne veut pas dire forcément avoir une connaissance sur le handicap. Et également, avoir une connaissance auprès de personnes handicapées ne signifie pas forcément avoir une connaissance sur l'ensemble des formes de handicap, puisqu'elles n'ont pas forcément travaillé auprès de toutes les personnes handicapées. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de revenir aussi sur la définition du savoir expérientiel. Finalement, qu'est-ce que c'est ? Puisqu'une formatrice dans un institut de formation en soins infirmiers, elle nous a renvoyé que notre enquête auprès des étudiants en première année allait être faussée parce qu'elle avait commencé avec eux l'unité d'enseignement sur le handicap et que pour elle, le fait d'avoir déjà des connaissances, ils avaient déjà évolué au niveau de leur représentation sociale. Donc, elle m'a orientée à aller voir les élèves en classe préparatoire au concours d'infirmiers, puisqu'ils sont jeunes, ils ont 18 ans, ils sortent du lycée. Et pour elles, ils n'ont pas eu de connaissances sur le handicap, ils n'ont pas eu d'expérience auprès de personnes handicapées. Donc, effectivement, le savoir, il s'acquiert avec l'expérience. Mais qu'est-ce que l'expérience, finalement ? Puisque cette enquête menée auprès des 15 élèves en classe préparatoire démontre qu'il n'y a pas de question d'âge ni de question de genre pour être bienveillant auprès des personnes handicapées. Le savoir expérientiel s'acquiert aussi parce que l'on a été investi dans l'univers associatif ou parce que l'on a été confronté aussi de manière personnelle dans sa vie, comme l'explique très bien John, qui est donc très jeune, il a 17 ans et il a grandi auprès d'une maman qui est handicapée, et donc il a une réelle maturité et de nombreuses connaissances sur le handicap. En conclusion, je peux dire que cette enquête a permis de démontrer l'importance de l'expérience de la relation humaine dans l'évolution des représentations sociales du handicap, car elle permet de vaincre la peur que l'on a. Cette enquête a aussi suggéré l'importance de toutes les manifestations culturelles qui permettent notamment la rencontre avec l'autre. C'est pour cette raison que l'évolution des représentations sociales ne pourra se faire sans l'aide de tous les acteurs. Et c'est pour cette raison que dans un deuxième temps, dans mon travail de thèse, j'ai rencontré les politiques
afin d'envisager avec eux l'évolution des politiques publiques en regard des représentations sociales du handicap. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Virginie. Alors tous les intervenants peuvent venir ici et nous allons avoir quelques questions pendant 5 minutes. Alors, qui a une question? Les intervenants, vous pouvez venir ici répondre aux questions. Alors, je prends les questions. Alors, y a-t-il des questions parmi vous, des remarques? Oui. Oui, j'aurais voulu poser une question sur l'article aveugle et aveuglement dans les dictionnaires français. J'ai trouvé que l'on parlait de la cécité, ou plutôt de l'aveuglement, comme une punition sur certaines personnes qui avaient voulu en savoir trop, en fait, comme une forme de danger du savoir. Sur Galilée. Est-ce qu'on peut penser que la curiosité scientifique était considérée comme une forme d'hybris? Ah, question très intéressante. Je vous remercie. Et je n'ai pas... Ah oui. Oui, je disais, je vous remercie pour cette question très intéressante. Et je n'avais pas envisagé effectivement ce passage de l'encyclopédie. Donc vous faites référence à l'article donc cécité du chevalier de Jaucourt, donc qui date de 1753, et que j'ai lu comme un progrès net, enfin un renversement de l'article des jésuites, en fait, puisque même s'il contient, comment dire, même si Jaucourt reste toujours dans le paradigme traditionnel de la hiérarchie des sens et place la vue au sommet et insiste du coup sur la tragédie en laquelle consisterait la cécité selon lui, pour la première fois dans les dictionnaires, il associe la cécité avec la connaissance plutôt que d'en faire donc la métaphore de l'ignorance. Mais comment dire, ce n'est pas perçu comme la cécité dans ce cadre n'est pas perçue comme un châtiment. C'est comme il y a vraiment une rationalisation qui fait que quand on utilise trop sa vue dans différents types de métiers, ce que je n'ai pas souligné, c'est qu'avant les astronomes, donc ça me semblait intéressant parce que généralement, enfin, quand on ne s'intéresse pas à ces textes, on ne sait pas ça, que Galilée était aveugle. Il y a même François Huber, que je n'ai pas mentionné, parmi les naturalistes, premier grand observateur des abeilles, qui a travaillé tout en étant aveugle depuis l'âge de ses 15 ans, au XVIIIe siècle, etc. Donc ce n'est pas du tout la cécité n'est pas du tout interprétée par Jaucourt comme un châtiment, mais comme un risque en fait qui vaut la peine d'être couru, que ce soit du côté des métiers. Puisqu'il est question aussi, je n'ai pas cité, mais des brodeurs, des graveurs, puisque c'est l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers, il est aussi question des métiers. Donc c'est vraiment un risque qui vaut la peine, et Milton aussi est cité. Dans cet article de Jaucourt, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais comment dire, c'est toujours dans l'optique que la cécité est une tragédie. Malheureusement, on a cette conception, mais on a là pour la première fois les mots d'un aveugle qui entrent dans les dictionnaires de langue française malgré tout. Merci beaucoup.